C'est pour ça que je suis heureuse d'être ici, cathartique et thérapeutique. C'est-à-dire qu'à mon avis, sans cette production artistique, je serais certainement pas capable de donner du sens à ma vie en fait. Et si je donne pas de sens à ma vie, peut-être que ma vie partirait dans tous les sens. Ou peut-être, et je pense que c'est probable, que c'est parce que ma vie part dans tous les sens que j'ai besoin de lui donner une direction. Et donc, je donne cette direction grâce à la production artistique. Mais comme cette production artistique, comme vous le voyez, est très... je sais pas les mots, en fait, on va le trouver ensemble peut-être, mais instinctive en tout cas, comment est-ce que ça peut organiser ma vie? Donc je dirais, et là je te regarde Nico, puisqu'on est tous les deux doctorants à l'Université Paris 8, que c'est par le dessin, DE2SEIN, le désir, l'esquisse, le projet, que j'arrive à vraiment, littéralement, donner des directions à ma vie. Et quand je ne sais plus où je vais, et notamment dans cette thèse, c'est très fréquent que je ne sache plus du tout où je vais, plutôt que d'essayer de trouver, ou j'en sais rien, je ne sais pas où sont les réponses, je me pose, je dessine, je fais des photos, je filme, enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe avec la création artistique qui fait que probablement ça va réaboutir sur une direction, quoi. Comment? Oui. Oui, oui. Alors donc j'ai toujours dessiné, je dessine toujours, j'ai toujours photographié et je photographie toujours, et j'ai toujours filmé, et je filme toujours, même si c'est toi qui filmes, mais en tout cas moi je filme toujours. Et toujours a son importance, parce que toujours c'est la régularité, c'est la preuve que tout ça, ça s'inscrit dans la durée, donc que ça s'inscrit quelque part. Et si je me suis jamais arrêtée, ça veut dire que je suis une voix. Ça, c'est hyper important. Et aussi, je suis une voix que vous entendez maintenant. Donc, ne pas s'arrêter, c'est important. Mais ne pas s'arrêter de quoi? Donc, je commence régulièrement des nouvelles choses. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vraiment une esthétique très inscrite. Parce que j'ai presque tous les jours des nouvelles idées, en fait. Donc, des nouveaux dessins, des nouveaux désirs, des nouvelles esquisses et des nouveaux projets. Et très récemment, j'ai commencé à enseigner la spécialité art plastique à des élèves de première et terminale dans un lycée. Donc j'enseignais déjà depuis 3 ans à l'Université Paris 8. Pas mal de mes étudiants sont là, je suis très touchée. Et c'est intéressant l'enseignement parce que ça oblige à se repositionner en permanence et ça j'aime bien. Donc je vous disais tout à l'heure que c'est une question qu'on m'a posée, est-ce que l'art doit être public quand j'étais moi-même étudiante? Moi quand je pose la question à mes étudiants, ils répondent plutôt non, ou alors oui et non. Enfin pour eux c'est pas du tout obligatoire actuellement, maintenant les jeunes là, que l'art doit être exposé pour exister. Le débat n'est pas tranché en fait. Et surtout, la réponse est relative. Et en fait, c'est ce qui me paraît beaucoup plus intéressant que par rapport à l'époque où à moi on me l'a posé et où j'ai répondu non avec tant d'engouement et que c'était pas la bonne réponse. Et donc, heureusement que vous trouvez que c'est relatif puisque vous êtes étudiants et étudiantes dans les métiers de l'exposition, de la médiation culturelle et de la critique. Donc, vous allez nous faire avancer tout ça et secouer toute cette poussière. Et quand je demande aux lycéens et lycéennes si elles et eux pensent que l'art est fait pour être exposé, la majorité répond non. Donc j'aime bien l'enseignement. Et j'aime bien aussi parler de mon travail et de mes recherches, comme je le fais maintenant avec vous. Globalement, j'aime bien converser et faire des trucs. Et je me suis donc pas assise ici à côté de toi ce soir complètement par hasard. Donc comme je vous racontais tout à l'heure, c'est parce que mon compagnon, qui est psychologue et psychanalyste, s'intéresse aux personnes qui annoncent aimer converser et faire des trucs. Il y a donc au moins une personne ici qui apprécie de partager sa vie avec une artiste. Et donc quand j'ai voulu faire ce que je suis en train de faire maintenant, j'ai dit à mon compagnon que je voulais donc exposer à Oedipe le salon. Et voilà. Ensuite, j'ai dit à mon compagnon que je voulais faire une sorte de présentation performée de mon travail à partir d'une question qui me taraude depuis longtemps. Et voilà. Et pendant que je préparais donc cette causerie,
j'arrêtais pas de me dire que c'était pas la question de l'art public en fait qui était en jeu pour moi dans cette question, mais plutôt la question de la publicité de l'art. Et donc alors là je vous fais un peu d'historique. La publicité est un dérivé du mot public, et c'est un mot qui apparaît en 1689 avec le sens juridique de action de porter à connaissance du public. Action de porter à la connaissance du public. Donc publicité. Et puis, ça prend le sens de fait d'exercer une communication pour vendre en 1829. Donc, les fins commerciales, c'est 1829. Vous voyez la prof là. Et donc, la Révolution française est passée par là, avec le droit à la propriété comme droit fondamental, et vendre devient important et intéressant, et surtout en art, quoi. Hein. Donc, en art, certainement plus qu'ailleurs, il faut vendre. J'ai une machine à carte bleue. Et donc, en parlant de vendre, donc quand j'ai préparé la liste des prix qui est ici, pour les œuvres que j'expose ici, je me suis bien rendu compte qu'il s'agissait à la fois des prix qui correspondent à mes productions, et notamment par les efforts d'encadrement plus qu'autre chose, hein, parce que en fait, en vrai, c'est pas très cher. Mais par contre, ça n'avait pas vraiment de valeur qui correspondait à quoi que ce soit, puisque moi, mon travail n'est pas tellement publicisé. Et donc la valeur, comme vous le savez, hein, est fonction des espaces de monstration. Et donc, en ce sens, l'art doit être montré afin de prendre de la valeur en exposant chez toi. Je ne sais pas si mon art va vraiment prendre de la valeur. Je ne sais pas si exposer avec Dick le salon est vraiment une bonne ligne sur mon CV. Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, et donc c'est cette question-là qui est intéressante. Et par rapport à la question initiale, c'était normal en fait quand j'ai réfléchi qu'on nous dise que oui, l'art était fait pour être montré, parce qu'on était dans une école d'art appliqué. Donc on apprenait à devenir des publicitaires en fait. Donc oui, dans le cadre de l'art qui doit vendre quelque chose, bien sûr que la création doit être montrée. Donc la communication, c'est quoi? C'est tout ce qui va servir à faire des publicités, des affiches, des flyers, des choses comme ça. Des flyers comme l'invitation que vous avez, je pense, tous vue pour être là aujourd'hui. Ouais, donc cette image. Et donc en regardant cette image et en vous parlant comme ça, je me rends compte que j'ai pas fait cette image-là. Si tout le monde l'a pas vu, on va la faire passer. J'ai pas fait cette image-là complètement par hasard, parce qu'en fait cette image, c'est une image qui a été réalisée par une intelligence artificielle. Et donc il a fallu que je négocie un peu avec l'intelligence artificielle pour qu'elle finisse par me donner ce que je voulais. Donc je lui ai dit que je voulais une image comme une photo intime prise dans l'espace public qui interroge la nécessité que l'art soit exposé en galerie. Il faut un aspect dystopique et remettre en question la figure de l'artiste. Et donc il a fini par sortir... Ah merci la biche. Il a fini par sortir ça. Donc j'ai ajouté un texte. Et étant donné que je ne suis pas une très bonne graphiste, voilà, j'ai fait ça comme ça. Et en général, moi, je ne veux pas faire du graphisme, je veux juste faire des images, voilà, pas des choses qui donnent des infos. Donc bon, en règle générale, je fais appel à des graphistes quand je dois faire des choses comme ça. Là, j'avais pas de sous, donc c'est moi qui l'ai fait. Mais voilà, mais en tout cas, l'image a été générée par une intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est un sujet tendu pour les artistes, encore plus pour les graphistes, et très probable pour les auteurs, bien sûr, et très probablement aussi pour les psys. Parce que il y a des artistes, des graphistes et des auteurs qui ont vraiment peur de se faire piller leur boulot par les intelligences artificielles. Mais moi, j'ai vu récemment qu'il existe une appli de soutien psychologique générée par une intelligence artificielle. Ouais, j'ai vu ça sur mon feed Insta. Donc moi, j'y crois pas, perso, j'ai l'impression que ça se fera jamais. Mais j'ai quand même des amis, notamment un ami artiste qui s'appelle Charlie Aubry et qui travaille beaucoup sur ce truc-là, qui me dit toi, t'y crois pas, mais moi, j'y crois. Et puis je pense même qu'un jour, le monde sera tellement dégueulasse dehors qu'on sera tous derrière nos casques. Bon, je sais pas toi ce que t'en penses, Nico, mais... Donc voilà, donc bref, je suis quand même contente de ne pas y croire à cette histoire d'AI parce que ça m'évite de me coller une angoisse supplémentaire.
Donc mon compagnon m'a écouté raconter tout ça, tout ce que j'imaginais pour cette présentation de mon travail ce soir chez Delia. Et puis je me suis mise au travail. Et je me suis évidemment mise au travail le plus tard possible pour arriver aujourd'hui au plus proche avec vous de mes toutes dernières trouvailles et réflexions, hein, parce que j'aime pas servir du réchauffé. Donc je vais vous lire la toute dernière trouvaille que j'ai faite. C'est Léonard de Vinci, qui avait déjà l'intuition qu'il fallait dégager l'artiste de la forme, donc de la présentation publique, pour aller vers la recherche pure, puisqu'elle était la fonction de son art à lui, à Léonard de Vinci. Alors je vous lis ça, on a presque fini. Donc ça c'est Gombrich à propos de Léonard de Vinci. Il pensait, en lui donnant des bases scientifiques, arracher l'art de peindre au simple artisanat, pour l'élever intellectuellement et socialement. Les temps ont si fort changé que cette préoccupation du rang social de l'artiste peut nous sembler surprenante aujourd'hui. Aristote a précisé l'attitude de l'Antiquité classique à cet égard en distinguant entre certains arts compatibles avec une éducation libérale, notamment les arts libéraux tels que la rhétorique, la grammaire, la philosophie, la logique, et les arts impliquant un travail manuel et par cela même servile, donc en distinguant les éducations libérales et leurs serviles, et indigne d'un homme libre. L'ambition d'artistes comme Léonard de Vinci a été de démontrer que la peinture est un art libéral et que le travail manuel ne lui est pas plus essentiel que l'acte d'écrire n'est essentiel à la poésie. Peut-être cette volonté de ne pas être considéré comme un fournisseur à qui chacun peut faire commande explique-t-elle dans une certaine mesure le fait que Léonard de Vinci laissait souvent une peinture inachevée malgré les demandes pressantes de son client. Il ne se reconnaissait qu'à lui-même le droit de décider de l'instant où son ouvrage devait être considéré comme terminé. Et il refusait de le livrer tant qu'il n'en était pas satisfait. Aussi, peu de ses œuvres ont été complètement terminées. Ses contemporains regrettaient la manière dont cet extraordinaire génie, bon ça je ne suis pas trop d'accord avec le mot génie mais bon, semblait gaspiller son temps se déplaçant sans cesse de Florence à Milan, de Milan à Florence, séjournant un moment à Rome, au service du fameux César Borgia pour finir à la cour de François Ier. Il mourut en France en 1519, plus admiré que réellement compris. Donc pour conclure, je dirais que ce que j'aime en fait, c'est travailler à partir de prises de tête. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, à la fois dans le fait de me définir en tant qu'artiste, mais à la fois aussi de mieux comprendre les enjeux de la psychanalyse, parce que la prise de tête devient intéressante en psychanalyse en fait. Et ça, c'est vrai que ça... Enfin, voilà, je trouve que c'est quand même un point d'articulation très important. Voilà, et j'aime inventer sur le moment, laisser maturer le plus longtemps possible avant de faire quelque chose. Et il me semble que comprendre tout ça et aborder cette période de ma vie là, qui arrive quand même la cinquantaine, quoi, avec l'idée qu'on aime laisser maturer les choses, ben, c'est une sacrée aubaine, quoi, finalement. De vieillir en étant contente de se dire que j'ai accumulé tellement de trucs que je vais peut-être pouvoir continuer parce que j'ai toujours existé et j'existe toujours. Voilà. Delia voulait que je vous parle de ce petit bouquin, donc je le fais. Donc quand je m'appelais Suspension Regina, j'avais des choses à dire un peu terribles sur probablement l'idée que j'avais de ce que des hommes ont pu me faire. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui va du père jusqu'au... Oui, en fait, de mon propre père jusqu'au père de mes enfants, en fait. Une espèce de traversée du malheur, comme ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, et donc à un moment donné, un soir comme ça, je me pose chez moi avec un Moleskine comme celui-là et je commence à dessiner avec un stylo comme celui-là, un peu toute mon histoire dans un Moleskine. Et quand j'arrive à la dernière page du Moleskine, bah, l'histoire est finie. Donc c'est un peu fou quand même parce que j'adore moi dire que tout est très instinctif et que je réfléchis pas, mais en vrai, ça me paraît fou quand même d'arriver aussi à des circonstances comme ça parfois qui peuvent être presque extraordinaires en fait.
Donc je me suis dit, waouh, quand même ça c'est un super objet, et ça remet aussi pas mal en question cette histoire d'instinct, parce que peut-être que c'est pas que de l'instinct, peut-être que c'est aussi le fait de réfléchir pendant très longtemps et d'avoir les objets autour de soi et que tout d'un coup ça match, quoi. Donc j'étais hyper fière de ce truc, et puis il se trouve qu'il a fini par être édité par une petite maison d'édition qui s'appelle Non Édition, voilà, donc il est là, il est à 5 €. Et Delia l'a trouvé, t'as dit quoi? T'as dit charmant, non, t'as pas dit ça. Charmant, si on peut dire. Et curieusement charmant. Oui, curieusement charmant. Et si vous aussi, si vous voulez, jeudi, là, au Brady, donc le Brady, c'est une salle de cinéma. Vendredi. Comment? Vendredi, ouais. Merci. Vendredi à 20 h au Brady, c'est une salle de cinéma qui est à Strasbourg-Saint-Denis. Il y a une projection d'un film que j'ai fait sur mon père. Alors, il y a beaucoup de questions de père en cette fin de prise de parole. Bon voilà, j'ai fini, si vous voulez on discute, ou on boit, ou comme vous voulez. Je vais peut-être dire quelques mots pour te remercier d'abord de ta spontanéité que je trouve extraordinaire. Et bien sûr, tout ce que tu dis résonne, parce que j'ai donc vécu avec une mère qui était peintre. Et pour moi, ça m'a beaucoup questionné toute mon enfance. D'abord, je me disais cette chose incroyable. Je la voyais tellement absorbée quand elle peignait que je me disais comment une chose qui n'est pas moi peut l'absorber comme ça. Donc ça m'a été quand même beaucoup à mal et je me demandais quel était son amour et quelle place j'avais par rapport à la peinture. Les filles, elles disent ça. Elles disent un peu. Je crois que c'est, bon, peut-être que pour d'autres métiers aussi, mais là, ce qui me frappait, et d'ailleurs j'ai une photo d'elle, c'est comment elle était complètement dans son truc, où rien n'existait autour. Et dans ce que tu as dit, je ne sais pas si c'est de l'instinct, mais qu'une existence dépend vraiment de ces actes, de ces gestes que tu fais artistiques, ça je crois vraiment. Et ça aussi, pour avoir été à côté d'elle, bien sûr, comme enfant, j'avais vraiment la sensation que pour elle, l'existence passait par là. Et c'est pour ça que les artistes en général me touchent beaucoup. Et alors peut-être que pour ramener un peu les choses à nous, psychanalystes, je pense que nous, psychanalystes, il y a quelque chose de ça aussi. On n'est pas psychanalyste par hasard. Et quand on est psychanalyste, je crois qu'on ne peut pas quitter ce métier comme on en quitte d'autres, en prenant sa retraite. Il y en a qui le font. Parce qu'en général, c'est qu'ils ont autre chose, un autre intérêt. Je pense à Danielle, par exemple, qui était psychanalyste et qui a arrêté un moment, mais parce qu'elle peignait à ce moment-là. Elle peint peut-être toujours. Je veux dire, sinon, moi, je ne me représente pas sans la psychanalyse. Sauf, bien sûr, si on est complètement handicapé. Mais on a aussi, nous, un certain rapport à la chose analytique qui n'est pas étranger sans doute à ce qui fait que les artistes ont besoin de ça pour exister, quoi, comme tu disais. Voilà, c'est un plaisir de t'entendre et je dis toujours, parce que parfois on me propose des gens qui ne sont plus vivants, je dis c'est tellement plaisant de recevoir ici des artistes vivants avec qui on peut parler justement. C'est ça que j'aime bien. Et je ne sais jamais ce qu'ils m'ont proposé et j'ai jamais été déçue. Et j'ai jamais dit ah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bon, on peut aller dans les musées pour voir des œuvres abouties, reconnues, publiques, complètement publiques. Alors voilà, donc je trouve que ta manière de poser la question est-ce que l'art est une chose qui doit être publique pose vraiment des questions de fond. Et j'entends mieux maintenant ce que tu veux dire par là. Ça touche aussi à la question d'existence. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On boit? On boira aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Il peut y avoir des gens qui causent. Hein, il peut y avoir des gens qui s'expriment. Oui, bien sûr, sûrement.
plutôt, je sais pas. Vous êtes en majorité des artistes ici. Les psychanalystes, on est quelques-uns, hein, Des élèves aussi, je crois. et des élèves. Moi, je voudrais vous demander quelque chose. Je voudrais vous demander ce que vous pensez de quelqu'un. J'ai fait la connaissance d'un jeune, non, c'est pas vrai, il n'est pas jeune, il a 50 ans, on est plus jeune à 50 ans. Ah, je suis bien d'accord avec vous, tout le monde me dit que je suis jeune, je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, il n'a pas 20 ans. C'est un homme qui déjà travaille, qui a un métier et qui s'exprime dans le travail de la sculpture et de la poterie. Et je tombe complètement amoureuse d'une poterie qu'il a faite, complètement. Mais je me dis, je ne vais pas acheter ça parce que de toute façon, ça doit valoir un prix fou. Voilà. Et puis, en même temps, c'est lourd, j'étais en voyage, je ne vais pas me trimballer avec un truc comme ça, je ne peux pas, j'ai une petite valise et je suis sur le point de laisser tomber. Puis après, je vais le voir et je lui demande quand même combien il vendait ça, parce que vraiment, ça m'intéressait beaucoup. Et il calcule et il me dit, eh bien, j'y ai passé 8 heures, donc ça coûte 80 €. Super. Je dis, mais il est complètement fou. Mais voilà. Et je lui ai acheté sa poterie, plus, ce qui n'a pas dû lui plaire, d'ailleurs, sans doute. Et je l'en ai même acheté une seconde. Et puis c'est lui qui s'est débrouillé pour me faire livrer des objets par quelqu'un qui vient à Paris. Parce que ça se passait en province. Mais c'est cette façon de concevoir le prix, la valeur ou le prix. Parce que valeur et prix ne sont pas identiques, bien sûr. Mais le prix de son travail quand même, en disant, j'y ai passé tant d'heures, et presque au SMIC, presque. Voilà, et ça coûte tant. Parce que je pense, on n'a pas eu le temps de parler, mais je pense qu'il voulait par là se démarquer de tout ce qui était le marché de l'art. Mais je sais pas ce que vous pensez, vous, compte tenu. Vous tombez bien là. Ça, c'est des questions quand même que je maîtrise. Avec Sabiche notamment et d'autres camarades, artistes et autrices et auteurs, depuis 2018, on travaille sur cette question de réfléchir à une alternative au marché et à la concurrence dans l'art en fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes auteurs sont payés en droit d'auteur, là où les artistes interprètes sont payés en cachet d'intermittence. Et le cachet d'intermittence permet d'avoir un salaire continué entre deux prestations, pas les droits d'auteur en fait. Donc nous, on est presque toutes et tous précaires. Pas que les auteurs, malheureusement, je sais que vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais également tous les métiers connexes, donc les métiers d'exposition, la médiation, la critique, tout ce qui va être les métiers de l'art contemporain, on est tous précaires. Et non seulement on est précaires, mais comme en plus il y a beaucoup de souffrance dans ces milieux parce qu'il n'y a pas de convention collective, enfin ces milieux qui sont organisés comme si tout le monde s'aimait bien, alors que bon bah voilà, il y a aussi beaucoup de souffrance et depuis quelques temps beaucoup de suicides. Donc nous on réfléchit à des alternatives. Et une des alternatives, ce serait évidemment, comme vous le dites là, enfin avec vos mots, être reconnu en tant que travailleuse et travailleur, et donc savoir dire j'ai travaillé tant et mon taux horaire est tant et donc ça vaut tant. Donc oui, c'est une alternative, et l'alternative au marché elle est hyper importante parce que même si le marché, voilà, c'est une conquête de la Révolution française et c'est le droit à la propriété, parce qu'en fait nous on est payés parce que depuis la loi Le Chapelier suite à la Révolution française, nous sommes propriétaires de nos œuvres. Avant, c'était pas le cas en fait. Avant, on était, les artistes avant la Révolution française étaient rémunérés par leurs mécènes, enfin entretenus en fait, en quelque sorte. Et là, maintenant, nous, on est des propriétaires. La plupart d'entre nous, on est des propriétaires les plus précaires en fait, par rapport à un studio dans Paris. Ça c'est voilà, mais en tout cas voilà. Et donc, on accumule des œuvres. Voilà. Et il faut savoir aussi que quand on est un artiste un peu reconnu par l'institution, donc c'est-à-dire que pas forcément les personnes qui travaillent dans leur atelier ou quoi, mais aussi des personnes qui ont un parcours qui fait qu'ils sont reconnus par l'institution, on est beaucoup rémunérés en subvention aussi.
Donc c'est la troisième alternative, c'est-à-dire qu'il y a le marché, la subvention, et essayer de réfléchir à un statut de travailleur ou de travailleuse, comme vous étiez en train de le dire, quoi. Mais C'est pas moi qui le dis, hein, c'est cet artiste. oui, mais comme vous étiez en train de me le relater de cette rencontre. Donc oui, c'est des... Après, ils ne demandent pas assez. Enfin, je veux dire, vraiment pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y a aussi... nous, par exemple, on s'est basé sur les chiffres les plus récents qui disent qu'à partir d'un certain montant horaire, on est plus précaire. Nous ne sommes plus... Et le SMIC ne suffit pas, en fait, par rapport à ça. Donc, mais je crois que c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça touche effectivement les artistes, mais ça touche aussi toute une mythologie de l'entrepreneuriat de soi, en fait. Et c'est pas que les artistes. Et vous êtes concernés, en fait. Et malheureusement, plutôt que de dériver vers je suis travailleuse, travailleur, j'ai donc des droits, je suis donc rémunérée, et ensuite je mène une carrière qui peut passer par l'art et par bien d'autres choses, en fait, disons grossièrement, le capitalisme a fait qu'on est allé à l'envers de ça, et que du coup, on essaye tous de vendre tout ce qu'on possède, ou en tout cas de louer, ou en tout cas de faire de l'argent, et donc qu'est-ce que ça donne? Une précarité encore plus immense quand on pense par exemple aux livreurs Uber, et vous voyez ce que je veux dire, donc... ces notions-là sont hyper importantes parce que dans les crises qu'on traverse aujourd'hui, c'est vraiment important à mon avis, de se représenter comme travailleuse et travailleur et d'exiger les droits qui vont avec, en fait. Voilà, donc c'est des questions qui nous travaillent beaucoup, beaucoup les jeunes générations d'artistes, qui s'organisent dès l'école actuellement pour avoir le moins possible à devoir être mis en concurrence et être lâché sur le marché d'une façon extrêmement violente, quand même. Je trouve que justement, remettre en question ce truc de la visibilité, qui est vraiment le moteur de énormément de pratiques émergentes chez des jeunes artistes qui veulent absolument être visibles, c'est parce qu'en fait, de façon assez deep, psychologique, on sait que derrière, c'est lié à la question de la valeur, mais l'argent, en même temps, il n'est pas là. C'est une promesse d'argent plus tard, et donc on travaille avec cette forme d'endettement de cette promesse, de cette future possible réussite. Ça travaille vraiment, et c'est très lié à l'ego, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne fonctionne pas, on le prend de façon personnelle et en même temps au niveau économique, quoi. C'est ça qui est vraiment très violent. Et je pense que ce que pratiquait ce potier ou cette potière, c'était un monsieur, c'est quelque part, même si c'est trop cheap, je trouve, effectivement, vu qu'il y a quand même les cotisations URSSAF à payer, c'est 17%. Franchement. Donc là, si on enlève 17% de 80 € en plus, mais réfléchir à des systèmes en fait, de rémunération, ça permet de mettre en crise aussi tout ce système de la cote qui fonctionne dans le marché et qui fonctionne avec la visibilité et le besoin sans cesse de reconnaissance et la mise en concurrence d'artistes entre elles. Et voilà, enfin là c'est la machine néolibérale, telle qu'on la connaît, quoi. Il faut savoir que on est mis en concurrence même pour être vu, en fait. C'est-à-dire que on passe notre temps entier, mais vraiment, à remplir des dossiers, à remplir des dossiers de candidature. Et comme on n'est presque jamais pris, comme tu le dis, on reçoit très souvent des noms. Et même quand on est aguerri, je veux dire, voilà, moi je pense quand même que je suis aguerrie depuis le temps, recevoir un nom, c'est jamais facile. On se sent rejeté, mais en plus, c'est toujours ce truc, si encore on avait de la thune. Non, mais c'est ça, peut-être qu'on serait plus tranquille, et puis la nécessité, elle serait vraiment dans le geste, et pas dans le besoin, sans cesse, la complexité de ça. On ne sait même plus pourquoi on veut, en fait, être visible. C'est ça qui est difficile, en fait. C'est pour ça que le mécénat devait être très commode, finalement, non? Oui et non, parce que ça donne trop de pouvoir aux puissants. Bien sûr. Mais en tout cas, mais disons qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin. Ouais, ça c'est sûr. Mais au moins, tu disais? Oui, au moins, ils pouvaient travailler tranquillement un moment, quoi, sans penser comment je mange demain, quoi. Ouais. C'est-à-dire, au fond, ce n'est pas tout de suite considéré comme un métier.
Voilà, c'est ça. Il y a encore beaucoup cette histoire de génie, de passion. C'est pas un métier. Bon, mais vous cherchez, vous allez trouver. Bon, on est sur le point là. J'ai la fascicule du texte de loi dans mon sac, tu l'as eu ça? Non, je vais le sortir, je vais te le montrer. En fait, on dépose un texte de loi actuellement en niche parlementaire et aussi au niveau européen parce qu'en fait, comme cette précarité, elle existe au niveau européen, on s'est réunis avec des tas de collectifs d'artistes au niveau européen, donc on a fait ça en avril dernier à Marseille. Et donc là, bientôt, c'est les élections européennes, donc on sensibilise beaucoup l'Europe. Mais de toute façon, on est sur le point de voir une directive européenne sur le droit d'auteur parce qu'en fait, ça ne respecte pas les droits fondamentaux. Et en France, un projet de loi. Et en Belgique, il y a quand même plus d'avancées. En Suisse, il y en a aussi. Enfin, en Suisse, c'est pas génial. Mais voilà, enfin, de toute façon, c'est sûr qu'on va y arriver. Mais dans quelle mesure notre affaire ne sera pas récupérée par des choses violentes du capitalisme, c'est ça après qu'on ne peut pas savoir. Nous, en fait, on pose les bases. Mais après, l'intermittence est très 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 attaqué, hein, donc forcément ils peuvent aussi se dire ah mais en fait ça c'est assez intéressant, faut voir comment ça va être. C'est tellement des volontés politiques, ça dépend des régimes quoi. Mais surtout si on va vers une droitisation. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, je pense que dans pas très longtemps, cette unique rémunération au droit d'auteur sans continuité du revenu va disparaître parce qu'on est vraiment en train de mettre en lumière très précisément et de façon très sérieuse que ça ne fonctionne pas. Et de façon tellement sérieuse que tu vois, par exemple, là, cette semaine, on a reçu un message de la nouvelle directrice de la Maison des Artistes qui veut absolument nous rencontrer. Et ça, c'est un signe évident que ça y est, ils ont vu les choses et ils veulent voir ce qu'on propose parce qu'on ne pourra pas y échapper encore 10 ans, je pense. Et on a trop mis les pieds dans le plat, en fait. Tant mieux, on vous soutiendra, certainement. Chouette. Qu'est-ce que vous proposez, du coup, dans le texte de loi? Alors, donc, en fait, c'est d'augmenter la cotisation diffuseur, elle est de 1%. Donc, d'augmenter la cotisation diffuseur de 1 à 5. Et dans le champ de l'art contemporain, ça passe crème. Après, c'est plus difficile chez les éditeurs, évidemment, parce que c'est très très gros volume. Mais l'art contemporain, même quand ils regardent leur budget, en fait, ils savent pas ce qu'ils dépensent à la DAGP, par exemple. Alors que là, ce serait de la cotisation sociale. Et donc, grâce à cette nouvelle cotisation, pouvoir rentrer dans les caisses d'assurance chômage, de la même manière que grâce à la dernière augmentation de cotisation il y a une dizaine d'années, on est rentré dans la formation, par exemple. Donc, c'est exactement le même principe que la formation. Donc, il faut accumuler 300 heures SMIC sur les 5 dernières années, donc c'est 3 000 € sur... Non, pardon. Sur les 3 dernières... Oui, mais là, il y a une... Bon, bref, disons sur l'année, donc 3 000. Et après, l'assurance chômage est à 1 200. C'est un texte très ambitieux, mais en tout cas, ça met les principes de fonctionnement... Donc, tu vois... Proche de l'intermittence, du coup. Hyper proche de l'intermittence. Ouais. Mais du coup, comment les heures sont comptabilisées? Alors on est déjà, en fait on est déjà adossé de manière fictive à la sécurité sociale par une transformation de nos déclarations fiscales en heures SMIC. C'est déjà le cas en fait. Par exemple, imaginons je gagne 8 000 €. Oui. Et ben en fait ça correspond ok. d'ores et déjà à des heures SMIC. Ouais, parce que Donc en fonction de ce qu'on gagne en vendant ses œuvres, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. On transforme ça en heures. Ça se fait, c'est déjà fait. C'est déjà on n'a pas à le faire. D'accord. Nous, déjà, ce qu'on déclare est d'ores et déjà transformé. Mais on n'a pas la cotisation employeur qui... Voilà, c'est ça. Et tu vois, et d'ailleurs, on ne gagne pas notre argent vraiment nécessairement en vendant des œuvres. Enfin, sauf si vous acceptez d'utiliser ma machine à carte bleue ce soir. Mais sinon, en règle générale, on gagne plutôt notre vie en participant à des colloques, en enseignant... en faisant des résidences d'artistes. Ouais, par exemple, la résidence d'artiste, c'est un vrai problème parce que moi, par exemple, j'ai 2 enfants, des résidences d'artistes, je peux pas en faire, quoi. Donc, et ça, c'est quand même pas mal de thunes, en vrai, dans les dispositifs qui existent. Donc voilà, c'est ça notre proposition. Mais je vais te passer un fascicule si tu veux. Et surtout, il y a le lancement, si ça vous intéresse, il y a le lancement à la Bourse du Travail, le 6 à mercredi. Vous allez revoir votre serviteuse, et d'autres aussi. Donc là, il y a
une personne du documentaire qui vient. Enfin, ça intéresse beaucoup de corps de métier en fait, parce qu'il y a beaucoup d'artistes auteurs. Les scénaristes, par exemple, ils sont à la fois intermittents et auteurs. En fait, eux, ça les intéresse carrément parce que ça permettrait de tout mettre dans la même caisse, quoi. Voilà. Non, on a bien travaillé. Hein. Et donc, mon personnage public est beaucoup plus public dans ce champ-là. C'est-à-dire que dans ce champ, tout le monde sait en fait que je fais ça, que je milite pour la rémunération des artistes auteurs. Mais très peu de gens connaissent. Toi, Nico, par exemple, tu connaissais pas trop mon travail plastique. Ouais, si, quand même, parce qu'on a appris à discuter. Ouais, voilà. Ouais. Mais je sais pas, mais c'est comme tu dis, hein, c'est tellement intime me concernant, c'est tellement intime que c'est aussi pas si facile que ça à montrer. Hein. Je dois quand même aussi un peu me jeter ma propre pierre. Hein. C'est pas... Là, je suis rassurée parce que je suis chez toi, c'est pas vraiment public. Si, c'est public. on est public, on est le public. Non, mais je trouve très, très chouette aussi que vous en parliez comme un métier, là. Enfin, mais voilà, c'est ça. Avec les nécessités d'un métier. Parce que finalement, l'art, c'était quelque chose, les personnes qui font de l'art assez éthéré comme ça, il faut avoir un mari qui gagne de l'argent pour les femmes, les hommes aussi sans doute. Oui, j'ai connu des artistes qui cherchaient une femme qui puisse, d'une certaine manière, les entretenir. Et je trouve que c'est très bien que vous vous considériez comme des gens de métier, quoi, et qui avaient besoin matériellement d'être reconnus et d'exister, quoi. Non, non, c'est très, très... Je trouve ça très important. Alors, est-ce que du coup, ça changerait le statut de l'art? Je sais pas. Il y a quelque chose aussi que ça pourrait poser comme question. Ça pose la question et c'est une question qu'on nous renvoie quand même vraiment très souvent, surtout au début parce qu'on a commencé ça aussi dans un contexte social, de grève auquel on s'est additionné en tant qu'artiste-auteur et pas en tant que gens qui font des belles banderoles, tu vois. Et donc il y a évidemment beaucoup de groupes qui sont venus et qui ont dit quoi, mais pas du tout, mais l'art c'est le vent, c'est l'eau, c'est le feu, on n'est pas des travailleurs, on ne travaillera jamais. Ok, genre calm down. Et vas-y. Du coup, l'artisan d'art là-dedans. Parce que l'artisan d'art, il a son travail, c'est un travailleur, mais on va fabriquer de l'art avec une connaissance technique. Et il peut avoir aussi ce point de vue-là. Moi, je dirais que c'est des chanceux ou des avant-gardistes. Mais concrètement, on en est à un point là des réflexions où il est évident que le statut d'artisan d'art est plus intéressant pour manger et prendre un appart que... donc en fait, si tu veux, il y a l'idée que, donc, pour parler vraiment de la création pure et visionnaire et sans contrainte, celle-là dont on est en train de parler maintenant, ça n'empêche pas... Enfin, on n'a pas besoin de crever la dalle pour être visionnaire et surtout, ça, je pense que ça permettrait aussi de reconsidérer comme, disons, expérience artistique toute la chose non pensée comme un métier, notamment l'art brut, l'art les dessins d'enfants, etc. C'est-à-dire qu'en acceptant que j'ai fait 5 ans d'études en école d'art, je sais gérer mon statut administrativement, je sais comment gagner de l'argent, où intervenir, quoi faire et tout ça, je gagne ma vie correctement et voilà. Donc je pourrais être éventuellement par moment plus sur un travail de commande et par moment plus sur un travail personnel. Ok, très bien, je suis un professionnel de l'art. Mais je trouve que ça redonne une très belle place à toutes celles et ceux qui font tout autre chose et qui de temps en temps ont des gestes artistiques en fait. Et aujourd'hui, il y a une espèce de... On ne sait pas trop quoi. Et du coup, comme on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on met aussi sur le marché l'art brut, donc l'art de ceux qui ne savent pas faire de l'art, et les dessins d'enfants, tu vois. Donc moi je trouve que à aller dans une conception éthérée et qui tiendrait du génie et de l'inspiration divine, en tout cas nos sociétés n'ont pas su se saisir de ça pour en faire quelque chose qui soit pas violent en fait. Donc nous ce qu'on dit c'est mettons du cadre, mettons un cadre, et de toute façon, l'humanité va toujours se débrouiller pour faire de la violence. Donc, tu vois, mais nous, on dit quand même que pour les 272 000 qui sont inscrits à la Maison des Artistes, mettons un cadre, quoi, parce qu'en fait, c'est pas possible.
Elle te va ma réponse ou... Oui, si. Mais tu vois par exemple là les lycéens qui sont en spécialité art plastique, donc qui se destinent plus ou moins à essayer de faire une école, ben, la plupart ils veulent faire de la mode, ils veulent faire boule, ils veulent faire des arts appliqués et tout, tu vois. Et d'ailleurs même moi, donc j'étais au tableau comme ça et je me disais alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous en connaissez les écoles? Alors bon, alors il y a les beaux-arts, les arts déco, boule, estienne, machin et tout. Et donc ils me disaient la mode c'est où? Alors j'ai ramené et puis tout en haut il y avait les beaux-arts. Ils disaient mais si on veut faire du design c'est les beaux-arts. Et moi ça m'a échappé, alors je vous jure ça m'a échappé. Je dis mais non les beaux-arts c'est pour les losers. Non pardon les artistes. Mais c'est vrai, il y a un espèce de truc comme ça où enfin il y a tellement de pertes quand même de pertes en fait. T'es pas d'accord? Non, moi je trouve que c'est hyper important. Les écoles d'art. Mais moi aussi, mais c'est pas ça qui. Mais il y a une déperdition, enfin ce que j'appelle perte, c'est une déperdition entre tout ce que tu vas mettre pendant tes études et les quelques années qui vont suivre, et puis après, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi? Parce que justement, il n'y a pas de statut et de possibilité de se mettre bien, quoi. Il y a du réseau, enfin ouais, c'est important quand même qu'elles existent. C'est ça. En l'occurrence, donc ça m'a permis vraiment de financer la production de mes études pendant 5 ans. Et franchement, c'est la seule école où je pouvais imaginer consacrer tout mon temps comme ça à inventer, à tester, à expérimenter, à faire plein de choses qu'à l'extérieur on me demandait de produire sans arrêt d'efficacité, quoi. Voilà, c'est la seule alternative que j'ai vue dans une carrière en tout cas, parce qu'en même temps il y avait quand même, c'est les beaux-arts, tu vois, donc il y avait quand même ce truc l'idée d'aller vers une carrière de vocation, quoi. Et donc là c'est quand même un endroit, pour moi c'est extraordinaire. Mais c'est de ça dont alors je dis certainement pas qu'il faut plus qu'il y ait d'école d'art, pas du tout, j'ai pas du tout dit ça. Enfin, vraiment. Mais il faut être honnête par contre par rapport à ce qui se passe après. C'est ça, c'est là où je parle de déperdition. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, quand j'ai. En 2015, quand je me suis vraiment intéressée à ce milieu, j'ai commencé à m'y intéresser par DOC. Les DOC, c'est un lieu à Place des Fêtes qui fait 3000 m². C'est un ancien lycée technique qui a été investi par des artistes qui venaient d'être diplômés aux Beaux-Arts, en fait, donc c'est un squat. Et eux, ils disaient. Je me souviens, ils disaient ce que tu dis, mais nous on veut recréer les conditions de création des beaux-arts, parce que sinon, mais où est-ce qu'on va pouvoir faire nos trucs? On a des micro-studios dans Paris, pas le moyen de faire ni de la sérigraphie, ni du métal, ni rien du tout. Et donc c'est de cette déperdition-là dont je parle. C'est-à-dire que si vraiment on pense que les artistes servent à quelque chose et doivent continuer à exister, il faut qu'il y ait des moyens exactement comme dans l'industrie. Pas exactement comme dans l'industrie du cinéma, mais je veux dire, il faut aussi réfléchir de cette manière-là, quoi. Mais évidemment que le projet de loi, par exemple, c'est ce que je me disais hier, en réfléchissant à la présentation que je vais faire mercredi, le projet de loi, ce qu'il va voir apparaître s'il passe, c'est des sociétés de production. C'est sûr et certain. Et qu'est-ce que ça va nous apporter ou nous enlever, ça on n'en sait rien pour l'instant. Donc c'est évidemment que ça pose des questions. Je veux dire la récupération. Ouais, une sorte, enfin en tout cas tout ce qui va être métier intermédiaire, quoi, tu vois. Bien sûr. Bon, mais c'est formidable que vous essayiez ça, quoi. Bah, ouais, enfin c'est d'époque peut-être. C'est histoire d'aller à l'encontre de ce truc de crise sociale terrible. Enfin voilà. Par exemple, il y avait, parce que là tu parles des docs, il y avait l'orfèvrerie qui existait, qui a été entièrement, qui avait énormément d'artisans qui travaillaient le métal, le plastique, de l'orfèvre, il y avait un photographe, il y a une société de production de cinéma aussi. Et là, il a été entièrement racheté. Il y avait 500 ou 400 artisans là-bas, et maintenant ça a été rasé l'année dernière. On n'a plus que 3 parce qu'ils étaient là depuis 30 ans. Et du coup, ça n'existe plus. C'est où? C'était à Saint-Denis. Oh là là. Devant le stade de France. Racheté pour être construit, quoi. Ouais, remettre à neuf. Il y avait 2-3 bâtiments qui étaient classés monuments historiques, donc ils ne peuvent pas raser, mais ils ont rasé en tout cas l'activité qui était là. Donc pendant 9 mois ou 1 an, il y avait tout le site sur la moitié qui a été désaffecté.
après, ils n'avaient plus que 6 mois pour trouver un autre local autre part. Et il y en a, je crois, il y a 4 artisans qui restent, ou peut-être une dizaine, mais c'est une poignée quoi, par rapport à ce qu'il y avait. Mais ça, c'est très fréquent. Et du coup, ce que ça dit d'intéressant, c'est que plus ou moins tout le monde aime les artistes. Enfin, je veux dire, si on fait une enquête dans la rue, personne va dire j'aime pas les artistes. Et en même temps, très peu de gens ont conscience de ce que ça veut dire en vrai au quotidien, de devoir se battre pour garder un lieu, de savoir que tu es tout le temps plus ou moins sur la fin. En fait, c'est vraiment pas drôle, quoi. Donc moi, par exemple, je le fais parce que mon ex-mari me verse une pension. Enfin, faut être honnête. Donc ton histoire de mécénat, c'est ce que je vis, en fait. En vrai, j'ai pas besoin d'aller au McDo ou dans un magasin de fringues pour pouvoir payer mon loyer, quoi. Et c'est la seule manière, la seule raison pour laquelle je peux continuer à faire ce que je fais, quoi. Donc c'est quand même, enfin, je veux dire, ça pose quand même beaucoup de questions sociales. Hein. Parfois pour les psychanalystes aussi. Mais oui, bien sûr, évidemment. Surtout ceux qui ne sont pas médecins ou psychologues. Les choses sont quand même néanmoins très très différentes de ce point de vue-là. Par certains côtés, bien sûr, bien sûr. Mais il y a des choses où socialement on n'est pas toujours. Par exemple, les gens qui sont en retraite active, ceux qui est mon cas, nous continuons à payer la sécurité sociale, l'URSSAF, enfin toutes les charges sociales, comme lorsqu'on n'était pas à la retraite. Et on est le seul pays européen à être dans ces conditions. On avait dit aussi qu'on allait faire quelque chose au niveau européen. Puis je me suis dit, ça me fatiguait de faire ça, quoi. Mais il semblerait que Macron a pensé faire quelque chose. Mais à ce moment-là, il faut arrêter de travailler. Si on arrête de travailler, ces années-là vont compter. Ce que moi, je ne peux pas faire. Donc, je n'aurai jamais le bénéfice de cela. Donc, on est aussi, et on ne peut pas dire précaire, mais c'est pas si facile. C'est pas si évident que ça. Ouais, c'est tout ce qui, de toute façon, toute l'entreprise de soi, genre c'est quand même la promesse qu'on nous fait depuis 50 ans, qu'on va tous pouvoir être entrepreneurs de soi-même, et bon, c'est pas vraiment, c'est-à-dire qu'en fait on est surtout entrepreneur pour quelques très très grosses fortunes, mais bon bref. Voilà. Je crois qu'on va voir. On va voir.